Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des entreprises qui prennent le virage de la blockchain et des cryptoactifs pour faire évoluer leur business et s'ouvrir à de nouvelles voies. Bonjour Stéphane, effectivement dans la continuité de l'émission de la semaine dernière où on est rentré un petit peu dans les profondeurs du métaverse, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu aux questions que les entreprises doivent se poser si elles souhaitent réussir une transition vers le fameux Web 3.0. Et oui, Thibaut et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici sur l'antenne de Sud Radio chaque semaine pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'émergence des cryptos. Vous avez envie de comprendre cet univers qui s'offre à nous. Alors décryptons pas à pas au fil de nos émissions cet univers passionnant. Thibaut, vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. C'est ça Stéphane, on peut te retrouver tous les soirs de la semaine à 19h20 pour l'émission Conseil de famille. Tu es associé au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine via Wealth Management et nous partageons ici notre amour commun pour l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Ça devient de plus en plus passionnel au fil de nos émissions. Chaque semaine, nous emmenons chacun de nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0 et nous tâcherons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces cryptos, ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura deux parties. Un premier temps pendant lequel Thibaut et moi ferons le tour d'un concept que nous allons définir. Aujourd'hui, Thibaut, nous allons parler des NFT et de ces entreprises qui sont confrontées à ce nouvel univers que sont les métavers. Et dans une seconde partie, nous allons accueillir nos invités grâce auxquels nous allons tenter de comprendre comment une entreprise peut réussir son virage vers le fameux Web 3.0. Aujourd'hui, nous recevons Vilain Somi de chez NFTs, qui est le CEO de chez NFTs, avec Jordan Tarlet, qui est, comme on dit, le tech de chez NFTs. C'est ça, donc comme d'habitude, on le rappelle, l'émission n'a pas vocation à délivrer quelconque conseil en investissement. L'initiative a vraiment vocation à vous permettre de rentrer un petit peu plus concrètement dans ce monde qui est celui de la blockchain et des crypto-monnaies, de vous faire découvrir semaine après semaine à travers des chefs d'entreprise, à travers des projets, à travers des applications concrètes, en quoi et comment la blockchain et les crypto-monnaies vont s'imposer progressivement dans votre quotidien, vont modifier en fait la façon qu'on a de vivre dans cette société et pourquoi on assiste en fait à une réelle révolution. Et oui, donc la semaine dernière, on a parlé du métavers, ce nouveau paradigme à la frontière entre le monde réel et les univers virtuels. Cette semaine, dans la continuité de cette discussion, nous allons nous intéresser aux raisons qui poussent les entreprises à s'intéresser au sujet des NFT et du métavers, mais nous allons essayer aussi de comprendre comment une entreprise traditionnelle peut se lancer dans le Web 3.0. Thibaut, première question évidente, c'est quoi le Web 3.0 ? À quoi ça sert et pourquoi certaines entreprises entreprennent leur migration vers ces nouvelles technologies? Alors, je vais essayer de faire aussi bien et aussi court que la semaine dernière. On va reprendre la définition chronologique qui est à mon sens la plus simple pour comprendre ce sujet. Le Web 1, c'est finalement la capacité à consulter de l'information sur le Web. Le Web 2, qui a été son évolution, ça a été d'ajouter la notion de création où les gens pouvaient s'exprimer sur le Web. On voit notamment l'arrivée des réseaux sociaux, leur développement, l'émergence des GAFAM et toute une centralisation en fait des données. Le Web 3, c'est une nouvelle évolution qui consiste à redécentraliser tout ça, remettre l'utilisateur au cœur du système avec une notion de propriété qui va lui permettre de reprendre en fait le contrôle sur ces datas. Alors on le disait, il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent de prendre le virage du Web 3.0. C'est quoi ce nouveau enjeu ? En fait, il faut comprendre que le Web 3.0, donc qui est en train de se dessiner, c'est pas qu'un changement technologique, c'est réellement un changement sociétal qui change nos façons de nous comporter sur le web, et donc les entreprises doivent assez naturellement en fait s'adapter à ça parce que leurs consommateurs et leurs clients vont se comporter différemment. Donc il y a un enjeu de réussir à s'adapter et de réussir une transition vers un changement social. De la même manière qu'elles ont dû s'adapter au moment
moment où les réseaux sociaux ont commencé à exploser et tout ce nouveau univers qu'on a eu sur le web, là, elles vont devoir s'adapter à une nouvelle transition qui est celle du web 3.0. Ouais, avec, j'imagine, un univers qui est encore balbutiant, des informations qui sont très parcellaires, et donc une nécessité d'aller faire le tri dans ces informations. Et c'est là toute la difficulté, en fait, c'est qu'on est dans un univers qui est encore très jeune, sur lequel on n'a pas de track record, on n'a pas de retour d'expérience, et donc on a besoin de pionniers, on a besoin de marques qui acceptent d'essuyer les pots cassés et de faire les premiers pas, quitte potentiellement à se manquer. Et c'est là où en fait on voit beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises qui arrivent sur cette vague, qui te disent ok, nous on y va, et qui en fait se retrouvent face à une multitude de questions auxquelles elles n'ont pas forcément les réponses et auxquelles il est très difficile de trouver le bon interlocuteur en fait pour s'aiguiller dans ce chemin-là. Oui, c'est ce que je remarque quand je discute avec des entrepreneurs traditionnels autour de moi. Naturellement, le sujet de l'Internet 3.0 les intrigue, les intéresse. Ils essayent de comprendre comment ça fonctionne. Il y a évidemment des intérêts pour leur activité de se pencher sur cette nouvelle technologie. Certains chefs d'entreprise ont quelquefois des idées plus précises, mais il est très, très difficile de trouver les bons interlocuteurs pour déclencher cette bascule vers le monde de l'Internet 3.0. C'est ça. Et il y a beaucoup d'enjeux parce qu'une marque qui va faire cette transition-là, elle va être confrontée à des questions donc évidemment techniques sur le choix de la blockchain, le choix de la bonne technologie à utiliser pour réussir cette transition. Mais c'est pas forcément les seules questions. Il y a aussi beaucoup de questions sur le plan légal, sur le plan réglementaire. En fonction du secteur d'activité, ces sujets-là vont être traités de manière très différente. Et il y a aussi beaucoup de sujets d'image, de branding. On est sur des marques historiques qui ont constitué une marque pendant des dizaines d'années. Elles ne peuvent pas se permettre de remettre tout en cause pour une nouvelle vague sur laquelle on n'a pas encore trop de visibilité. Donc il y a plein de scénarios dans lesquels c'est ça qui est compliqué, c'est que pour certaines marques, c'est parfois plus risqué d'y aller plutôt que d'attendre et de laisser les autres. Mais par contre, si personne n'y va, on ne pourra pas aller développer ce truc-là. Oui, un entrepreneur me disait l'autre jour que c'est pas forcément les premiers bateaux qui sont arrivés aux États-Unis qui ont fait fortune. D'ailleurs, quelques-uns ont échoué sur les icebergs. Mais c'est les bateaux d'après qui quelquefois ont créé des villes et ont développé des fortunes. Être le first mover est pas forcément le plus aisé. Hein. C'est ça. Alors après, ceux qui arrivent en premier auront vraisemblablement plus de possibilités et en tout cas pourront se positionner en pionnier, mais effectivement, ils risquent d'essuyer les pots cassés. Alors, certaines autres entreprises choisissent de suivre ces technologies de loin et effectivement de laisser les plus audacieux y aller en premier, mais d'autres entreprises choisissent de se lancer dans cet univers et dans ce cas-là, ont besoin de trouver les bons interlocuteurs. C'est le job de nos invités dans la deuxième partie de notre émission, Velaine Somi et Jordan Tarlet de chez NFTs avec lesquels on discute dans 3 minutes. Vous êtes sur Parlons Crypto et on se retrouve après une courte page de pub. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Aujourd'hui, nous parlons des entreprises qui veulent se lancer dans l'univers des NFT et du métaverse dans cette seconde partie de Parlons Crypto sur Sud Radio. Nous parlons donc des entreprises, de ces entreprises qui veulent se lancer dans l'univers des métavers avec Thibaut Boutroux, mon acolyte, mais aussi avec nos invités de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Velaine Somi, fondateur de NFTs, avec Jordan Tarlet, cofondateur de chez NFTs et qui est le tech de l'aventure. Donc, blockchain, Bitcoin, mining, finance décentralisée, NFT et aujourd'hui métavers, ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Donc aujourd'hui, Velaine et Jordan de chez NFTs, une agence que l'on pourrait assimiler à une agence de consulting qui accompagne des entreprises qui souhaitent intégrer le Web 3.0. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre tous les deux, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler ce que sont les NFTs et le Web 3.0 ? Oui, bien évidemment. Alors le Web 3.0, précédemment Thibaut l'a déjà défini, mais pour le résumer, c'est l'ensemble des applications qui vont toucher de près ou de loin à la blockchain. Donc ça va être la DeFi, ça va être les NFT. Finance décentralisée. Exactement, la finance décentralisée. Ça va être les métaverses. Concernant les NFT, très simplement, le NFT, c'est un contrat d'authenticité. C'est tout. C'est un contrat d'authenticité auquel on peut lier ce qu'on veut. Une image, une vidéo, une musique. Un objet. Un objet. Et virtuellement, mais évidemment, tout ça dans un univers virtuel. Alors, on peut relier un NFT à un objet réel. Comment on fait ça ? Simplement, dans ce contrat, on va définir
que cet objet virtuel est relié et authentifie cet objet réel. Donc, par extension, ça veut dire que, par exemple, si je mets une petite puce RFID dans un vêtement, en scannant cette puce RFID, je peux afficher sur un écran dans quelle usine elle a été construite, sa provenance, quel en est l'émetteur et éventuellement tous les possesseurs successifs de cet objet. Et je pense en plus, Jordan aime beaucoup les NFC. Ouais, tout à fait. Si je peux reprendre la main sur cette question, parce que je pense que c'est... Oh, parlez dans le micro. Ah, autant pour moi, excusez-moi. Si je peux reprendre la main un peu sur cette question, je pense qu'il y a une vraie thématique autour des NFT. Il y a beaucoup de voiles d'obscurité sur ce mot qui finalement veut pas dire grand-chose. NFT, c'est la traduction littérale de non-fungible tokens, donc des tokens non fongibles. Ça veut vraiment pas dire grand-chose dans le langage commun des mortels. L'idée, c'est vraiment de traduire ça sous un autre terme, je pense, pour apporter de la clarté aux propos. C'est des jetons, littéralement des jetons, comme ce qu'on pourrait trouver au casino par exemple, qui ne sont pas interéchangeables par nature. C'est-à-dire que le terme de fongible fait référence notamment à la monnaie. Une pièce de 1 euro, peu importe sa date de création, le moment où elle a été frappée, elle aura la même valeur qu'une autre pièce qui a été frappée à un autre moment. Ce caractère d'inter-échangeabilité, entre guillemets, d'interopérabilité de la pièce, c'est-à-dire que peu importe qui l'a eu, qui l'a détenue, où est-ce qu'elle a été créée, elle vaut 1 euro, peu importe son état, elle vaut 1 euro. C'est ce qui caractérise le caractère fongible, tout simplement. Et donc les NFT viennent vraiment en opposition à ce concept de libre-échange sans perte de valeur, pour venir caractériser quelque chose qui, par nature, se différencie. Un exemple qui est hyper illustratif de ce que sont les NFT, ce serait par exemple des cartes Pokémon. Un Dracofeu première édition, créé en 2002, voilà, disponible en 3 exemplaires, signé par le créateur de Pokémon, n'a pas la même valeur qu'une autre carte Dracofeu qui est sortie, qu'on a récupérée à Carrefour il y a 2 semaines, quoi. Et donc c'est vraiment de ça que les NFT prennent leur véritable essence et ouvrent le champ du possible à un tas d'applications, comme l'a dit Véléienne, au niveau de l'illustration. Donc c'était notamment l'émergence du crypto art, entre guillemets, mais également sur beaucoup d'applications utilitaires, avec notamment le fait qu'on peut vraiment identifier, certifier une propriété, sa date de création, ses anciens détenteurs, ses nouveaux détenteurs, par le biais de ce véhicule finalement qu'est le NFT. Passionnant, on reviendra évidemment sur tous ces sujets ultérieurement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos parcours. Ce qui m'intéresse aussi, c'est vos parcours. C'est comment est-ce que un jour, on se lève un matin et on se dit, je vais créer une agence de consulting pour les gens qui ont envie de se projeter dans les métaverses. Comment on en arrive là ? Je pense que ça se fait petit à petit. On se réveille pas en se disant, on y va. Pourquoi ? Parce que je pense que la première étape qui est la plus importante pour toute personne qui veut rentrer dans le NFT, dans la crypto-monnaie ou la blockchain, c'est l'éducation et la pédagogie. Donc avec Jordan, en fait, quand on a débuté, donc c'est Jordan la première fois qui m'a parlé de Bitcoin. Je peux te laisser peut-être raconter cette petite anecdote d'ailleurs. Ouais, de manière un peu sommaire, moi j'ai eu la chance de découvrir la crypto-monnaie très très jeune. Je l'ai découvert il y a bientôt 10 ans maintenant. Donc j'ai eu l'honneur de découvrir un petit peu cet écosystème de manière assez distincte au début, sans vraiment comprendre les fondamentaux, mais de faire l'acquisition de crypto-monnaie il y a déjà 10 ans. Et finalement, voilà, c'est dans un cadre très ludique d'ailleurs, c'était dans le cadre d'un serveur de jeu Minecraft, voilà, pour l'anecdote. Donc c'est quand même une approche très ludique et finalement assez marrante de la crypto. Et avec Véléienne à l'époque, je lui montre Bitcoin et je lui dis, regarde, c'est incroyable, une monnaie qui est totalement anonyme entre guillemets. À l'époque, je pensais que c'était vraiment totalement anonyme. Donc je dis waouh, c'est fou, il y a une nouvelle façon de concevoir la monnaie, de concevoir les échanges de valeurs. Donc progressivement, nous on s'intéresse un petit peu à ça. De fil en aiguille, on commence à essayer de comprendre un peu ce qui se cache au niveau de la tech. Donc on comprend la blockchain, ce qui n'a pas été quelque chose qu'on a fait en 2 semaines, clairement. ça a pris du temps pour qu'on maîtrise un petit peu le concept, parce que mine de rien, c'est un mot qui paraît très générique, très simple aux premiers abords, mais dont la véritable maîtrise, je pense, nécessite des années de compréhension et de bûchage sur le sujet. Donc on découvre finalement, avec beaucoup de passion la blockchain. Ça prend du temps, c'est d'abord une activité, je dirais, récréative. D'abord regarder un petit peu, de mettre en lumière une nouvelle façon de penser, parce que c'est beaucoup de philosophie, le Web3. C'est une nouvelle façon d'appréhender beaucoup de choses, notamment la possession, la liberté financière, les choses comme ça. Donc on l'appréhende de manière, dans un premier temps de manière assez ludique. Et puis progressivement, on commence à avoir un intérêt qui se matérialise sur une sorte de volonté d'être acteur de cet écosystème, de cette révolution qui était en marche et qui prend aux tripes, parce que je pense qu'autour de cette table, on sait tous que la crypto, quand ça nous attache et que ça nous attrape, c'est impossible de s'en séparer. C'est impossible même de penser ne pas parler crypto, ne serait-ce qu'un jour dans la semaine. Et donc, on commence progressivement à
à s'implanter entre guillemets dans l'écosystème. On commence par des positions médiatiques. Peut-être que Vélienne t'expliquera ça un peu mieux que moi. Oui, non, effectivement, en fait, on a rejoint CoinTribune, qui est du coup aujourd'hui un des médias blockchain, crypto-monnaie, qui a pour but justement d'expliquer aux personnes, de relayer l'actualité. Et en fait, cette première étape, effectivement, nous plonge au cœur et au sein de ce qui se passe. Donc cette veille constante, cette excitation de comprendre quel est le nouveau protocole de DeFi, de finance décentralisée. C'est vrai que moi, ça a été le premier axe qui m'a interpellé. Et c'est à travers la finance décentralisée que j'ai découvert la NFT, notamment. Avec Jordan, c'est qu'un jour, il y a un protocole. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la finance décentralisée, très simplement, c'est l'application des produits institutionnels bancaires, mais de personne à personne sans intermédiaire. Je le résumerai comme ça. Je peux directement te prêter de l'argent et tu peux directement payer des intérêts. Exactement. C'est exactement ça. Et il y avait un de ces protocoles qui était assez intéressant parce que lorsque je posais ma monnaie, si je voulais augmenter mon rendement, je pouvais gagner un NFT. Et donc moi, de base, quand je vois le NFT, je me dis « Waouh, c'est un mécanisme financier qui est super intéressant ». Mais à ce moment-là, on n'a pas encore eu Beeple. Donc Beeple, juste pour le rappeler, c'est le crypto-artiste qui a lancé la vague des NFT avec une vente à 69 millions de dollars et qui crée ce qu'on voit aujourd'hui. Les marques, les chanteurs, les footballeurs qui se mettent au NFT. Donc ça va être la première touche qui va nous faire nous dire il y a peut-être quelque chose là-bas qui se trame. Exactement. Et en plus, il y avait une approche vraiment pluri-industrielle. C'est-à-dire que Vélienne avait vraiment cette approche plutôt orientée sur la finance. Moi, j'avais une approche finalement tout à fait différente, puisque moi, j'ai beaucoup travaillé notamment sur les thématiques de blockchain en santé. Donc finalement radicalement opposé à ce qu'on pourrait voir dans la finance. Et je travaillais déjà sur les questions de NFT pour des raisons de recherche médicale. Et donc on discutait sur les NFT, on se disait comment est-ce que ça peut leverage entre guillemets, comment ça peut rehausser un petit peu le nouveau paradigme de possession de valeur, comment est-ce qu'on peut exploiter ça. Et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un champ du possible au niveau des marques qui était incroyable. En fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point cette notion de NFT était absolument centrale dans le Web 3.0 jusqu'au démarrage de ces émissions et de me rendre compte que finalement le NFT n'est pas du tout seulement n'a pas du tout seulement une dimension artistique, mais que c'est effectivement tous les contrats que nous sommes capables de passer de gré à gré prennent la forme d'un NFT. Ça peut être un billet d'avion, ça peut être une ordonnance médicale, ça peut être une place de concert, ça peut être un contrat de prêt. C'est en fait chaque contrat dans la blockchain se matérialise par un NFT. Alors, pas chaque contrat, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les smart contracts. Donc, le NFT va effectivement permettre de le matérialiser, mais ce n'est pas nécessairement des NFT. Tout à l'heure, effectivement, on parlait de protocole DeFi. Lorsque je vais actionner un protocole potentiellement pour poser mes crypto-monnaies et générer du rendement, je n'ai pas forcément de NFT associé. Mais le NFT va permettre de matérialiser cet horodatage, cette marque dans la blockchain. Non mais c'est vrai qu'on a tendance à faire un focus sur le volet artistique du NFT parce que c'est finalement l'application la plus évidente entre guillemets et la plus simple qu'on conçoit aujourd'hui. Mais le NFT a un usage qui est beaucoup plus large que ça dans différents secteurs d'activité et c'est là où il y a des marques et des entreprises qui ont tout intérêt en fait à se pencher sur le sujet parce que ça peut réellement changer des choses dans leur façon d'exercer leur métier et c'est ça aussi que vous essayez de faire au quotidien avec les entreprises qui viennent vous trouver. Ouais, pour prolonger la question de Thibaut, en fait, ma question c'est qu'est-ce que recherchent les entreprises qui viennent vous rencontrer aujourd'hui quelle est la première question qu'elles vous posent et c'est quoi leur recherche? L'objectif d'une entreprise, c'est la dimension économique des choses, mais il y a aussi une notion d'image. Comment est-ce qu'elles arrivent à vous et avec quel type de questions? Et je pense qu'il y a plusieurs typologies en fait d'entreprises qui sont amenées à nous contacter. Je pense qu'on va avoir deux catégories. On va avoir les entreprises qui ont un peu de recul, qui sont un peu grosses entre guillemets, qui ont l'habitude des révolutions tous les trimestres. C'est un peu ça l'idée. Hein. On leur sort des révolutions tous les ans. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc ils ont un petit peu, je dirais, l'expérience de guerre. Celle-là, elle est de taille quand même. Hein. C'est ça, mais ils ont quand même entre guillemets l'expérience de guerre pour avoir un profil un petit peu particulier, c'est de se dire on veut prendre ce sujet avec de l'altitude, voilà, quels sont les enjeux de positionnement. C'est vraiment ça. L'idée c'est est-ce que si j'attends encore un an pour me positionner, est-ce que c'est trop tard? Quelle porte je vais me fermer? Ok, si j'y vais maintenant d'un point de vue légal, je fais comment? D'un point de vue comptable, je fais comment? Ok, maintenant je connais personne dans la crypto, comment je fais pour contacter ces types-là? Ils me répondent pas, j'ai envoyé 5 mails, ils me répondent pas. Il y a vraiment toutes ces thématiques-là en fait qui vont être à la fois une thématique d'expertise pure et dure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable d'apporter de la valeur ajoutée par le biais
typiquement des connaissances légales, des connaissances théoriques, des connaissances même de la culture du Web3. Et on va avoir d'autres types d'entreprises qui ont vraiment une typologie différente. Ça va être parfois des entreprises de grande taille, hein, il n'y a pas de distinctif à ce niveau-là, mais avec une vision plus court-termiste en fait. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont nous dire voilà, moi j'aimerais faire un drop de NFT. J'ai vu que mon concurrent a fait un drop de NFT, je veux en faire un désormais. Et donc nous, ce qu'on essaie de leur dire, ces entreprises de deuxième typologie, c'est ok, on peut t'accompagner sur un drop de NFT, il n'y a pas de souci. On maîtrise le scope, on va te faire une offre dans laquelle tu vas avoir tous tes interlocuteurs en un, c'est-à-dire tu vas pas avoir le problème que tu énonçais au début, Thibaut, c'est-à-dire le fait que l'offre soit fragmentée. On va te mettre en face d'avocats qu'on connaît, d'experts comptables qu'on connaît. On va te mettre en place des chefs de projet, par exemple, qui ont de l'expertise dans les NFT, dans les metaverses. Donc on va venir vraiment t'englober entre guillemets sur une offre globale pour te positionner. Mais c'est pas ça le vrai. Le vrai enjeu, il est pas là. Il est pas de faire un drop aujourd'hui. L'enjeu, il est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on arrive à un changement de paradigme où la clientèle devient une communauté. Et... Alors, c'est ça ma question. On est au cœur du sujet. Je suis une entreprise, je veux avoir une activité dans les métavers, je veux émettre des NFT, la traduction de faire un drop de NFT. Quel bénéfice je peux espérer retirer de cette opération? Belayan? Oui, alors en fait, cette question, elle soulève plusieurs points. Parce qu'il y a un biais cognitif aujourd'hui qui associe les NFT à un mécanisme financier pour faire de l'argent, très simplement. C'est comme ça qu'on voit le NFT aujourd'hui. Mais le NFT a une vision beaucoup plus large. Donc la première étape va être de se demander pourquoi je veux faire du NFT? Pourquoi je veux rentrer dans le Web3? Est-ce que mon objectif est simplement financier? Est-ce que mon objectif est de communication? D'engager la communauté que j'ai déjà sur un nouveau layer, un nouveau type d'engagement? Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, je vais m'engager en cliquant, en likant, en retweetant, en repostant. Demain, si j'ai un NFT, je deviens possesseur de la marque. Et c'est déjà un autre biais et une autre relation entre un client et sa marque. Et avoir cette troisième étape de se dire, peut-être que je ne veux pas convertir la communauté que j'ai actuellement, mais je veux créer son paradigme parallèle dans le Web3. Et en fait, la grande question aujourd'hui, et ce que Jordan disait, c'est que l'approche court-termiste peut être intéressante en fonction des objectifs, mais il y a un vrai enjeu de ressources humaines, en fait. Alors, ce qui est absolument passionnant, c'est que vous parlez de communauté. Moi, quand je parle d'une entreprise, je parle de client. Oui. Et donc, aujourd'hui, ce qui est saisissant, c'est que en changeant le verbatim, moi, heureusement que je n'ai pas juste une communauté dans mon entreprise, mais que j'ai des clients, c'est que je vais trouver une façon de valoriser cette communauté. Parce que l'objectif d'une entreprise, c'est quand même à un moment de gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on valorise cette communauté? Comment est-ce que moi, j'en ai un retour économique d'avoir développé une nouvelle communauté dans les métavers? Eh ben, c'est assez intéressant. Je pense que je peux faire le parallèle où aujourd'hui, effectivement, l'ensemble des sites web qui vont agréger de la data et des visiteurs vont placer de la pub. C'est le moyen de monétiser aujourd'hui une communauté. Aujourd'hui, avec le Web3, il va y avoir plusieurs possibilités. Parce que le Web3 ne s'arrête pas effectivement que aux NFT. Il y a le métaverse et il y a aussi les crypto-monnaies qui sont intégrées dedans. Donc, si demain, j'ai réussi à créer une communauté, l'engager sur ma roadmap, sur ma vision, sur mon projet, je sais que si cette communauté est déjà engagée, le jour où je vais sortir un projet, ce seront mes clients. En fait, c'est quoi? C'est d'avoir des clients à qui je m'adresse en avance de phase, que j'alimente avec des projets, de sorte qu'ils soient prêts. C'est une bande-annonce, en fait. De sorte qu'ils soient prêts au moment où je sors mon film à rentrer dans la salle. Ok, je vais répondre à ça. Du coup, on a failli ne pas être synchro sur celle-là. Non, dans l'idée, en fait, il y a une idée, c'est que le Web3, c'est le web de la communauté. Historiquement, on considère qu'il y a 3 types de monnaies dans le monde. Il y a la monnaie des dieux, c'est les monnaies type les minéraux précieux. Il y a la monnaie des gouvernements, les monnaies fiduciaires. Et la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie du peuple. Vraiment, le Web 3.0, c'est vraiment cette idée de se dire que la valeur se trouve au niveau des communautés, au niveau de l'individu et pas au niveau de l'organisation. Quand on a compris ce concept fondamental qui est finalement très philosophique et très représentatif de l'ensemble des impulsions données par les différents projets, peu importe que ce soit de la finance décentralisée, que ce soit des NFT, des metaverses, on comprend qu'il y a une philosophie différente des entreprises du Web 2. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de communauté, par exemple pour des marques, pour des entreprises qui sont déjà établies, on parle pas forcément de créer un culte autour de la marque. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de créer une expérience communautaire. C'est vraiment ça qui permet en fait maintenant de créer également des nouveaux leviers d'activation dont Véliane parlait juste avant, des nouveaux phénomènes d'engagement. Une idée qui finalement paraît assez hérétique pour beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir un Discord. Discord, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est véritablement un outil de communication qui est à la base très utilisé par les communautés de gamers et qui a vraiment pris du poids dans la crypto comme outil de communication des communautés.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à utiliser Discord et à créer des Discord d'entreprises. L'idée, c'est pas vraiment de créer des sectes ou des cultes de l'image des entreprises. C'est vraiment d'avoir un hub de rencontres pour des personnes qui partagent par exemple une passion. Je sais pas, une entreprise automobile qui crée un Discord automobile sur le sujet, où des personnes de la communauté crypto peuvent venir échanger et peuvent interagir avec la marque d'une nouvelle manière. Et c'est ça qui est intéressant dans le Web3. C'est la nouvelle dimension du forum. Thibaut, une dernière question ou une recommandation avant qu'on en arrive à la conclusion? Non, moi, la recommandation, c'est de dire un petit peu à toutes ces entreprises ou à tous ces chefs d'entreprise qui nous écoutent de s'intéresser à ce sujet-là, parce que la réalité, c'est que on est réellement en train d'entrer dans cette révolution. Elle va se passer, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou non. Donc, il est nécessaire de s'y intéresser. Ça peut prendre des formes totalement différentes. Ça peut s'adapter un peu à tous les secteurs d'activité. Et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est que selon ton objectif, selon l'angle que tu veux donner à ton entreprise et la vision, tu peux trouver, en fait, un réel champ d'application à la fois bénéfique pour toi, mais aussi bénéfique pour ta communauté et tes clients. Absolument passionnant. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Belayen Somi et merci Jordan Tarlet de chez NFTs de nous avoir rejoints et d'avoir accepté d'être nos invités dans Parlons Crypto. Merci de votre confiance. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver ici bientôt. Merci évidemment à toi Thibaut de m'accompagner de ton éclairage sur ces sujets qui sont absolument passionnants chaque semaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez évidemment pas de vous abonner. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.